Et si le vrai danger sur un plateau hollywoodien n'était pas les cascades, mais les superstitions? Des costumes maudits aux murmures fantomatiques et accessoires hantés, ces récits glaçants de l'âge d'or du cinéma n'étaient pas que des rumeurs. Ils ont conduit à de véritables catastrophes. Voici 23 superstitions de l'ère dorée qui ont transformé des films légendaires en expériences terrifiantes. Osez-vous regarder jusqu'à la dernière image? Le rouge à lèvres rouge malchanceux. Malédiction. La fureur de vivre. 1955. Cela a commencé comme un choix innocent. Un rouge à lèvres rouge vif que Natalie Wood tenait à porter dans La fureur de vivre. Mais des murmures sur le plateau de Warner Brothers le disaient maudit. La légende disait que toute jeune starlet qui portait cette teinte spécifique, surnommée Cherry Flame numéro 23, rencontrerait la tragédie. Les maquilleurs en plaisantaient, mais à huis clos, ils suppliaient les actrices de changer de couleur. Nathalie, connue pour sa défiance, refusa. Puis, James Dean est mort dans un terrible accident de voiture quelques jours après la fin du tournage. Sal Mineo a été assassiné quelques années plus tard. Et Nathalie? Elle s'est noyée dans des circonstances mystérieuses lors d'une excursion en bateau, encore jeune, encore lumineuse. Les membres de l'équipage ont juré l'avoir vue réappliquer ce même rouge à lèvres devant un miroir quelques heures avant sa disparition. Était-ce une coïncidence, ou cette teinte de rouge à lèvres portait-elle le poids de quelque chose de bien plus sombre? Une assistante de garde-robe a plus tard avoué qu'elle avait entendu des histoires sur une star du cinéma muet qui le portait lors d'un accident mortel sur le plateau dans les années 1920. D'une manière ou d'une autre, le tube était resté en circulation, passé de main en main sans que personne ne le sache, portant une malédiction à travers les décennies. Les studios ont finalement retiré la teinte de leur trousse de maquillage. Mais à ce moment-là, le mal était fait. La tragédie ne résidait pas seulement dans les décès, mais dans la vérité glaçante qu'un simple choix cosmétique pouvait porter tant de malheur. Hollywood savait mieux que de se moquer de ses propres fantômes. Le sifflement sur le plateau. Tabou. The Seahawk. 1940. C'est une vieille superstition théâtrale. Ne jamais siffler en coulisses ou sur le plateau. Et dans le cas de The Seahawk, cette superstition est devenue mortelle. Pendant le tournage de cette épopée de cap et d'épée avec Errol Flynn, un jeune machiniste, enthousiaste et inconscient, se mit à siffler entre les prises. L'équipe se tut. Plusieurs vétérans pâlirent. Le réalisateur Michael Curtiz aurait crié « Arrête ça tout de suite, tu vas tuer quelqu'un ». Ce même après-midi, une installation d'éclairage s'effondra inexplicablement sur le plateau. Un membre de l'équipe est mort sur le coup. Un autre a été grièvement blessé. Le plateau a été fermé pendant 2 jours. Les responsables du studio ont blâmé des défauts techniques, mais l'équipe savait mieux. Le sifflement avait invoqué quelque chose. Après tout, selon la tradition maritime, dont le film s'inspirait largement, siffler invitait le vent et la mort. Errol Flynn, secoué mais stoïque, refusa plus tard de remettre les pieds sur ce plateau spécifique. La production fut discrètement déplacée. La règle du sifflement devint une loi tacite. Des décennies plus tard, un ancien machiniste de Warner Brothers a révélé qu'avant chaque film maritime par la suite, un prêtre bénissait discrètement le plateau. Plus personne ne sifflait. La malédiction du nombre 13. La Tour de Londres. 1939. Le film d'horreur gothique de Universal, La Tour de Londres, était déjà imprégné de malheur et de sang. Mais la décision de tourner sa scène d'exécution culminante le 13e jour de tournage, sur le plateau 13 qui plus est, fut un choix fatidique. Le réalisateur Roland Feely a ri des avertissements, qualifiant la superstition de prétexte de lâche. Vincent Price, la star du film, avait des doutes, mais a suivi. Ce jour-là, tout a mal tourné. Un incendie s'est déclaré dans la remorque des costumes, détruisant des dizaines de tenues d'époque complexes. Ensuite, un accessoire de potence s'est effondré en plein milieu de la scène, blessant un cascadeur qui a failli être pendu pour de vrai. Encore plus effrayant, les images de la caméra ont capturé une ombre inexpliquée, figure se déplaçant dans le brouillard que personne ne se souvenait avoir vue pendant le tournage. Plus tard, Price a avoué à des amis qu'il se sentait hanté pendant des mois après, tourmenté par des cauchemars et une peur soudaine des hauteurs. Les membres de l'équipe ont commencé à porter des crucifix sur le plateau, et plusieurs ont quitté en cours de production. Le nombre 13 n'était pas seulement malchanceux. C'était comme un aimant pour la tragédie. À partir de ce moment, Universal a complètement cessé d'utiliser le plateau 13.
L'incident est devenu si célèbre que d'autres studios ont fait de même, renumérotant les plateaux pour éviter la malédiction. Mais la Tour de Londres est restée gravée dans l'histoire d'Hollywood, non pas pour son box-office, mais pour la tempête de superstition qu'elle a déclenchée. Le miroir hanté de la reine Christina, 1933. Sur le plateau de Queen Christina, Greta Garbo a demandé un grand miroir orné comme accessoire clé, provenant d'un domaine européen censé avoir appartenu à Marie-Antoinette. Le miroir, imposant et doré à la feuille, est arrivé enveloppé de velours, accompagné de murmures d'avertissement. Ne le regardez jamais trop longtemps. Garbo était fascinée. Elle croyait que les miroirs pouvaient capturer les âmes. Et celui-ci, disait-elle, renfermait des siècles de chagrin. Les membres de l'équipe ont commencé à signaler un malaise, des reflets qui ne correspondaient pas à la réalité. Un machiniste a dit qu'il avait vu une deuxième Garbo derrière elle dans le miroir, mais elle ne clignait pas des yeux. Pendant une répétition, le miroir s'est soudainement brisé, apparemment de l'intérieur. Personne ne l'avait touché. L'explosion a blessé 2 assistants et a failli aveugler le coiffeur de Garbo. La production a été interrompue pendant 3 jours. Le miroir a été emporté et enterré dans le stockage du studio, jamais revu. Garbo a ensuite refusé de regarder dans un miroir sur le plateau. Elle a affirmé que ce qu'elle avait vu dans celui-là était resté avec elle, quelque chose de pâle, féminin et en deuil. Le film reste emblématique, mais peu de gens savent qu'un de ces accessoires portait une telle terreur. Dans les années suivantes, un historien a découvert une photographie du miroir provenant d'un ancien château français. Son propriétaire précédent s'était suicidé avant qu'il ne soit vendu. Hollywood murmure encore. Ne jamais apporter le miroir d'une reine morte sur le plateau d'une reine vivante. La véritable malédiction des squelettes. L'homme au masque de cire. 1953. Pour plus de réalisme, le réalisateur André de Toth a utilisé de vrais squelettes humains comme accessoires dans l'homme au masque de cire. Le plastique avait l'air trop faux, a-t-il dit. Mais ce qu'il n'a pas réalisé ou a choisi d'ignorer, c'était le tabou culturel autour de l'utilisation de restes non bénis, surtout dans les films d'horreur. Le studio les avait obtenus à bas prix auprès de fournisseurs médicaux étrangers, mais personne n'a demandé comment ces os avaient été acquis. Peu après le début du tournage, les membres de l'équipe ont commencé à tomber malades. Fièvre, hallucinations, voire convulsions. Vincent Price se plaignait d'insomnie et d'entendre des chuchotements sur le plateau. Un maquilleur s'est évanoui en appliquant de la cire sur un mannequin, affirmant que les orbites du crâne bougeaient. Un prêtre a été appelé pour bénir le plateau. Les squelettes ont été discrètement retirés, mais le mal était fait. La post-production a été marquée par des retards, et le studio a subi un petit incendie quelques jours avant la première. Les critiques ont loué l'étrangeté du film, mais des initiés ont murmuré que cela avait un coût. Certains disaient que les squelettes voulaient de la reconnaissance, pas de l'exploitation. Des années plus tard, un des squelettes a été retracé à une personne disparue d'Europe de l'Est. Cette révélation a hanté le casting pendant des années, Price refusant apparemment tout rôle d'horreur futur, utilisant de véritables restes humains. La morale ? À Hollywood, même les os ont des histoires et des malédictions. Le sortilège de la garde-robe violette, The Woman, 1939. Le cœur des femmes, une distribution entièrement féminine, a créé des vagues en 1939. Mais sous le glamour de ce film révolutionnaire se cachait une superstition que peu osèrent mentionner, la malédiction de la garde-robe violette. Selon les costumiers de MGM, le violet symbolisait le deuil et la trahison, surtout lorsqu'il était porté dans des intrigues romantiques. Pourtant, le designer Adrian a insisté pour une robe de soirée violette royale pour la célèbre scène de bagarre de Joan Crawford. À partir de ce moment, le malheur a suivi. Crawford aurait violemment affronté sa costard Norma Shearer, non seulement dans le personnage, mais aussi en dehors. Disputes, larmes, même des rumeurs de sabotage avec le maquillage. Une couturière a glissé et s'est fracturé le poignet en cousant un ourlet de sequin violet. Un assistant caméra a été hospitalisé après avoir été frappé par une structure qui s'est effondrée juste avant que la scène violette ne soit filmée. La dernière semaine, le département des costumes a supplié d'échanger la robe, mais Crawford a refusé. Elle adorait l'effet que cela lui donnait. Lorsque le film fut terminé, Shearer prit un congé prolongé du métier d'actrice. La réputation de Crawford en souffrit lorsque des histoires sur son comportement furent divulguées. Une actrice de soutien aurait développé une éruption cutanée chaque fois qu'elle portait des teintes violettes pendant des années après. Même des décennies plus tard, les robes violettes sont devenues tabous dans les films romantiques hollywoodiens.
Les costumiers murmuraient que c'était la couleur des femmes maudites. Dans une industrie construite sur des symboles et des ombres, parfois le tissu porte le poids le plus lourd. Le visiteur chat noir. The Black Cat, 1934. Pendant la production de The Black Cat, un classique de l'horreur avec Boris Karloff et Bela Lugosi, quelque chose de plus étrange que la fiction a commencé à se produire. Un vrai chat noir, non invité et sauvage, a commencé à apparaître quotidiennement sur le plateau. Personne ne savait d'où il venait, mais il arrivait toujours avant les scènes de mort ou de désespoir. Les acteurs plaisantaient en disant que c'était du jeu d'acteur pour le chat, mais d'autres ne riaient pas. Un électricien a trébuché sur le chemin du félin et s'est fracturé la clavicule. Une poulie de gréement a échoué, juste après que le chat se soit perché à proximité. L'animal a disparu pendant 2 jours, durant lesquels le tournage s'est déroulé sans encombre, jusqu'à ce qu'il revienne, sifflant sur Karloff lors d'une scène cruciale. Cette même nuit, un incendie s'est déclaré dans le studio. Les membres de l'équipe ont commencé à nourrir le chat dans l'espoir de l'apaiser. Lugosi, imprégné de folklore d'Europe de l'Est, portait apparemment un charme en argent dans son manteau. Un assistant réalisateur a affirmé que le chat l'avait regardé dans les yeux avant qu'il ne s'évanouisse sur le plateau. Universal a fait venir une unité locale de contrôle des animaux pour enlever le félin, mais personne ne l'a jamais attrapé. Certains croyaient que c'était un esprit, pas un errant. D'autres disaient qu'il avait été invoqué par le sujet inquiétant du film. Quoi qu'il en soit, le casting a commencé à réciter des charmes de protection avant de tourner. Des années plus tard, Karloff a admis qu'il n'a jamais regardé le film à nouveau. Trop de morts l'ont suivi, a-t-il dit. La répétition de la malédiction de la mort. Camille, 1936. Dans Camille, Greta Garbo a livré l'une des scènes de mort les plus déchirantes de l'histoire d'Hollywood. Mais derrière la caméra, sa préparation pour ce moment final, répétée sans fin dans une alcôve semblable à une tombe sur le plateau, est devenue sa propre histoire hantée. Garbo a insisté pour répéter la scène de mort en costume complet tous les jours pendant 2 semaines, allongée dans la même position, les yeux fixés au plafond. Elle a même demandé qu'un masque mortuaire soit fabriqué à partir de son visage, pour voir à quoi elle ressemblait dans la mort. L'équipe est devenue mal à l'aise. Plus elle répétait, plus l'ambiance sur le plateau devenait sombre. Un opérateur d'éclairage a démissionné après avoir affirmé avoir vu une brume quitter son corps lors d'une répétition. Peu après, un assistant réalisateur bien-aimé s'est effondré et est mort d'un anévrisme soudain, à l'endroit même où Garbo s'était allongé. La production s'est arrêtée. L'alcôve a été démolie. Le bruit courait, que répéter la mort trop souvent l'invitait. Garbo elle-même s'est retirée pendant des mois. Elle a refusé de discuter du masque mortuaire, qui aurait été enterré sur le terrain du studio. D'autres actrices ont évité de répéter des scènes de mort à partir de ce moment-là. Garbo n'a plus jamais joué une femme mourante, et une règle tacite a été adoptée parmi les réalisateurs de l'âge d'or. Ne laissez jamais la mort devenir une routine. L'horloge sonne 2 fois. Omen, Meet Me in St. Louis, 1944. Dans Meet Me in St. Louis, Judy Garland a enchanté le public, mais un détail sur le plateau a glacé l'équipe jusqu'aux os. Une grande horloge antique utilisée dans le salon de la famille provenait d'un véritable domaine du Missouri et était réglée pour sonner chaque heure. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Elle a commencé à sonner 2 fois à minuit, même lorsqu'elle était débranchée. Les décorateurs de plateau ont juré avoir vérifié la mécanique. Aucune explication. Le réalisateur Vincent Minnelli est devenu mal à l'aise lorsqu'un machiniste travaillant de nuit est mort dans un effondrement de l'échafaudage juste après minuit. Garland, apparemment superstitieuse, a commencé à éviter les scènes près de l'horloge. Dans un cas, l'horloge a sonné à 11h55, plongeant toute l'équipe dans la panique. Le tournage s'est arrêté. Les dirigeants du studio ont insisté pour que l'horloge soit retirée, mais Minnelli a refusé. Elle est réelle, a-t-il dit, et ce film parle de mémoire. Ironiquement, cette horloge reste préservée dans les archives de la MGM, mais n'est jamais exposée lors des événements de minuit. Les historiens pensent qu'il provient d'une maison où 2 meurtres tragiques ont eu lieu en 1901, tous 2 à minuit pile. À ce jour, les ingénieurs du son racontent des histoires de la bande audio capturant le double carillon de l'horloge, même lorsque tout bruit de fond était coupé. Garland n'en a jamais parlé, mais elle ne s'est jamais tenue près de cet élément de décor à nouveau. Le miroir dans la loge. Malédiction. Sunset Boulevard. 1950.
La performance de Gloria Swanson, en tant que Norma Desmond dans Sunset Boulevard, est devenue légendaire. Mais beaucoup ignorent la véritable terreur qui s'est produite dans sa loge. La pièce comportait un miroir vintage, de style Art déco, qui appartenait autrefois à la star du cinéma muet, Barbara Lamar, décédée jeune et mystérieusement. Le miroir a été conservé en hommage par le département des accessoires de Paramount. Le premier jour, Swanson plaisanta. « Voyons si cela me montre le passé ou l'avenir. » Mais au fur et à mesure du tournage, Swanson devint troublée. Elle affirma que le miroir lui montrait quelqu'un d'autre lorsqu'elle regardait dedans pendant les longues nuits. Une autre femme, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, comme si elle criait. Les maquilleurs ont remarqué que la température baissait quand elle était seule dans la pièce. Un assistant de production a juré avoir vu une femme en tenue des années 1920 le regarder fixement en passant. Swanson a exigé que le miroir soit recouvert d'un voile noir pendant ces scènes. Après la fin de la production, le miroir a été brisé accidentellement en entrepôt. L'ouvrier qui l'a cassé a perdu 3 doigts dans l'incident. Le film Sunset Boulevard parlait de la hantise de la célébrité. Mais pour Swanson, cela est devenu une hantise littérale. Certains disent que Barbara Lamar n'était pas prête à disparaître de son reflet. Le bébé qui pleure sur le plateau, Omen, Une place au soleil, 1951. Pendant le tournage émotionnellement intense de Une place au soleil, un froid implacable s'est installé sur une scène en particulier. Le personnage de Montgomery Clift face à mort. Crise morale. Juste au moment où les caméras tournaient, le cri lointain d'un bébé résonna à travers le lot de Paramount. Seul problème, il n'y avait aucun bébé sur le plateau. Au début, l'équipe a écarté cela comme un bruit de la circulation proche ou d'une radio. Mais cela continuait. Même heure, même volume. Seulement pendant les scènes émotionnellement chargées. Elizabeth Taylor serait devenue pâle lors d'une prise et aurait chuchoté « Quelqu'un ne veut pas que nous racontions cette histoire ». Les choses se sont aggravées lorsqu'un perchiste a eu une crise cardiaque sur le plateau. Un autre membre de l'équipe s'est fracturé la jambe lorsqu'un sac de sable est tombé des chevrons. Encore une fois, juste après le cri fantôme. Clift lui-même a commencé à s'effondrer émotionnellement entre les scènes, décrivant une culpabilité insupportable qui semblait dépasser le rôle. Finalement, un conseiller spirituel a été appelé, affirmant que le film avait réveillé des énergies non résolues. Un expert en folklore local a retracé l'emplacement du terrain jusqu'à un site d'orphelinat qui avait brûlé dans les années 1910. Les archives ont confirmé qu'un nourrisson était mort tragiquement sur les lieux. Après une petite cérémonie, les pleurs ont cessé, mais pas avant que la production ne soit presque arrêtée. Le film final fut un triomphe, mais les initiés murmuraient qu'il avait un coup. Depuis, un bébé qui pleure sur un plateau fermé est vu comme un présage, et la production s'arrête jusqu'à ce que le silence soit rétabli. La malédiction de l'oiseau blessé. Le faucon maltais, 1941. Le faucon maltais avait sa propre superstition cachée directement dans le script. L'oiseau éponyme. La statue utilisée dans le film était moulée en plomb lourd et poli, pour obtenir une finition noire de jet. Mais la légende disait qu'au moment où l'oiseau était laissé tomber ou mal manipulé, le malheur frapperait. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant les répétitions, un machiniste a accidentellement laissé tomber l'accessoire du faucon, fissurant l'une de ses serres. Ce même soir, l'acteur jouant le détective Tom Polhouse a été blessé dans un accident de voiture et hospitalisé. Quelques semaines plus tard, un autre incident s'est produit. Le faucon a été placé sur une table de décor qui s'est effondrée en pleine scène, écrasant le pied de Humphrey Bogart. Il a boité pendant le reste du tournage, refusant de refaire les scènes. Certains membres de l'équipe croyaient que l'oiseau était maudit, non seulement en tant que dispositif de l'intrigue, mais aussi en tant qu'objet physique. Après tout, le véritable faucon maltais de la légende était censé apporter la guerre et la trahison partout où il allait. Un historien sur le plateau a plaisanté en avertissant « Cet oiseau porte malheur, même dans la légende ». À la fin du tournage, un troisième acteur, Elisha Cook Jr., s'était fracturé une côte après avoir trébuché sur la caisse de rangement du faucon. Le réalisateur John Huston insistait sur le fait que ce n'était que coïncidence, mais il avait fait enfermer la statue originale dans un coffre-fort et utilisé une copie en résine pour les prises finales. Le faucon original est depuis devenu un objet de collection prisé, mais l'avertissement circule toujours à Hollywood. Ne laissez jamais tomber l'oiseau, sinon il pourrait vous faire tomber. La caméra qui refusait de filmer, Notorious, 1946. Alfred Hitchcock croyait au timing, aux ombres et au silence. Mais sur Notorious,
Même lui a rencontré une force qu'il ne pouvait pas contrôler. La célèbre scène du baiser dans la cave à vin entre Ingrid Bergman et Cary Grant devait être tournée en une seule prise. Mais quelque chose d'étrange continuait de se produire. La caméra se bloquait, puis perdait la mise au point, puis surexposait mystérieusement, même sous un éclairage parfait. Cela s'est produit 5 fois. Un technicien a plaisanté. Cette caméra ne veut pas qu'ils soient ensemble. L'équipe a commencé à l'appeler la caméra qui refusait le baiser. Lorsqu'une caméra de remplacement a été utilisée, elle s'est bloquée aussi. Seulement au moment précis où leurs lèvres se sont touchées. Finalement, Hitchcock a déplacé la scène à l'extérieur et l'a filmée au clair de lune. La prise a parfaitement fonctionné. Le bruit courait que le plateau de tournage avait autrefois été utilisé pour une scène de mariage dans un film muet désormais perdu, où la starlette s'était suicidée avant la sortie du film. Bergman aurait ressenti la présence d'une femme dans la pièce à chaque répétition. Certains disaient que l'énergie fantomatique désapprouvait l'affaire dépeinte entre Grant et Bergman. D'autres croyaient qu'Hitchcock avait réveillé quelque chose avec son perfectionnisme obsessionnel. À ce jour, certaines caméras utilisées dans cette scène sont préservées, mais aucune n'est opérationnelle. Les techniciens disent qu'elles sont mortes avec le baiser. Le décorateur blessé. Ben-Hur, 1959. Bien que Ben-Hur soit surtout connu pour sa course de chars épique, peu de gens connaissent l'accessoire maudit qui a tourmenté le réalisateur William Wyler tout au long de la production. Une lance romaine en métal vieillie avec de la vraie rouille. Elle était destinée uniquement aux soldats en arrière-plan, mais Wyler a insisté sur son authenticité pour les plans larges. Un jour, Wheeler trébucha sur le plateau massif et fut empalé par la lance elle-même, souffrant d'une profonde blessure à la jambe. La lance perça son muscle du mollet et il fut hospitalisé pendant 1 semaine. Son absence provoqua des retards et des réécritures. Certains croient que l'accident était une punition pour avoir poussé les acteurs à travers des scènes dangereuses et éprouvantes. Après son retour, une autre blessure liée à une lance s'est produite. Un cascadeur a failli être empalé lors d'un accident. Ensuite, un figurant s'est effondré à cause du tétanos. La lance avait percé la peau lors d'une escarmouche sur scène. La production s'est arrêtée, les accessoires ont été désinfectés, mais l'histoire de la lance du réalisateur blessé est devenue une parabole lors des réunions de sécurité du studio pendant des années. Wyler a terminé le film, mais a admis plus tard qu'il se sentait maudit par l'arme. Il a fait fondre la lance, mais des fragments ont été conservés par des membres de l'équipe comme souvenir, dont certains ont ensuite signalé des blessures sur des plateaux sans rapport. À Hollywood, même une arme censée être factice peut se retourner contre vous. Le fantôme dans la salle de projection. Casablanca, 1942. Lorsque Casablanca était en post-production, les dirigeants du studio se précipitaient pour visionner les rushs chaque soir. Mais quelque chose ou quelqu'un était toujours dans la salle de projection en premier. Les monteurs arrivaient pour trouver les bobines en train de tourner, ou la lumière vacillante, sans opérateur en vue. Le concierge fut le premier à le dire à voix haute « Il y a un homme là-dedans chaque nuit ». Il ne parle pas. Les techniciens ont décrit avoir vu une silhouette debout près du projecteur, vêtue de vêtements des années 1930, regardant silencieusement l'écran. Les rondes de sécurité n'ont trouvé personne. Pourtant, le film était souvent retrouvé rayé ou coupé, là où aucune modification n'avait été faite. Une nuit, un assistant monteur est resté pour percer le mystère. Il a affirmé que la silhouette s'est tournée vers lui et a chuchoté « Laissez-les finir différemment ». Le lendemain matin, cette bobine avait été coupée, supprimant une scène romantique cruciale entre Bogart et Bergman. La scène n'a jamais été retournée. La fin est restée telle quelle. Des années plus tard, les archives ont révélé que la salle de projection avait autrefois appartenu à un réalisateur de films muets, qui avait perdu son emploi après avoir été désavoué sur le montage final d'un film. Il s'est suicidé dans cette même pièce. À ce jour, certains disent qu'il veille toujours sur les fins, non pas pour les gâcher, mais pour préserver la vérité. Le verset biblique interdit. Samson et Dalila, 1949. Cecil B. DeMille était un maniaque du drame et de l'authenticité. Mais sur le plateau de Samson et Dalila, il a ignoré une vieille superstition hollywoodienne. 1939. Ne jamais citer certains versets du livre des juges sur un plateau de film biblique, surtout ceux impliquant la mort et la trahison. Le passage spécifique, Juge 16:30, était considéré comme maudit en raison de son invocation de destruction. Que je meure avec les Philistins.
DeMille a insisté pour que le verset soit inscrit sur une immense tablette de pierre, pour plus de réalisme. Le jour où il a été amené sur le plateau, le désastre a suivi. Une structure d'éclairage s'est effondrée pendant une répétition, blessant 3 personnes. Un membre de l'équipe a perdu partiellement la vue. Le lendemain, l'acteur principal, Victor Mature, est tombé malade avec une forte fièvre et le tournage a été interrompu. Cette nuit-là, un incendie s'est déclaré dans le dépôt où le décor de la tablette avait été entreposé. Bien que personne n'ait été blessé, la plupart des costumes et accessoires complexes du film ont été détruits. La scène a été réécrite, le décor détruit, et une note interne a discrètement circulé, interdisant l'utilisation de versets directs invoquant la mort de masse dans les épopées de l'Ancien Testament. Des conseillers religieux ont ensuite suggéré que les textes anciens portent des poids spirituels qui ne sont pas destinés à être manipulés pour le divertissement. Même des décennies plus tard, aucune production biblique hollywoodienne n'ose dramatiser cette ligne à nouveau. On dit qu'invoquer la destruction dans des mots sacrés peut invoquer quelque chose qui écoute. La photographie qui efface les visages. Now, Voyager. 1942. Sur le plateau de Now, Voyager, avec Bette Davis, un simple accessoire. Une photo de famille utilisée pour symboliser le passé troublé de la protagoniste a commencé à montrer des qualités étranges. Les photographes sur le plateau ont remarqué qu'à chaque fois que la photo était prise pour des matériaux promotionnels, un ou plusieurs visages sur l'image devenaient flous, en particulier celui de Bette Davis. Les techniciens ont blâmé la surexposition ou des problèmes de lentilles, mais la photo était imprimée nette sur le film jusqu'au lendemain, lorsque le visage s'effaçait ou s'assombrissait inexplicablement. Cela s'est produit 5 fois. Le personnel de publicité a commencé à l'appeler « la malédiction du visage effacé ». Puis, un photographe de studio s'est effondré à cause d'une attaque en pleine séance. Un autre a vu sa chambre noire vandalisée par un intrus inconnu, mais rien n'a été volé. Seuls les négatifs des clichés de Davis ont été détruits. Un assistant terrifié a finalement retracé l'origine de la photo. Elle avait été empruntée à une vraie famille de Boston, qui avait subi un meurtre-suicide tragique des années auparavant. Cette même photo avait appartenu au défunt. Davis, de nature rationaliste, l'a rejetée, mais elle a refusé de poser à nouveau avec l'image. L'accessoire a été discrètement brûlé. La photographie de remplacement utilisée dans le montage final était un composite de studio. Pourtant, pendant des années, les départements de maquillage d'Hollywood ont averti les nouveaux venus. Si une photo peut effacer un visage, ce n'est pas du jeu d'acteur. C'est autre chose. L'atout entendu avant le chaos, autant en emporte le vent. 1939. Lors du tournage de la célèbre scène de l'incendie intense d'Atlanta dans Autant en emporte le vent, un étrange phénomène est apparu. Juste avant chaque prise, une toux rauque se faisait entendre résonnant à travers le plateau. Les équipes s'arrêtaient, cherchaient, et ne trouvaient rien. Cela ne venait ni d'un acteur, ni d'un haut-parleur du studio. Pourtant, chaque fois que cette toux était ignorée et que le tournage reprenait, quelque chose tournait mal. D'abord, une charge pyrotechnique a explosé prématurément, brûlant un figurant. Ensuite, un cascadeur s'est cassé la jambe en tombant d'un chariot hors de contrôle. Et dans l'incident le plus terrifiant, une étincelle accidentelle a mis le feu à une caravane de maquillage. Personne n'a été blessé, mais les bobines de film à l'intérieur ont été détruites. Clark Gable aurait dit que le son lui rappelait un patient tuberculeux, les rumeurs de l'équerre. Reliant l'arrière-cour à une ancienne infirmerie, démolie dans les années 1920, où des dizaines de personnes étaient mortes en toussant à en mourir. Après cela, la règle a été établie. Arrêtez-vous si vous entendez la toux. Une petite séance a été tenue par l'ami spiritualiste de Vivien Leigh. Ensuite, la toux s'est arrêtée, et le reste du tournage enflammé s'est déroulé sans accroc. Pourtant, Gable s'est assuré que sa loge était loin du plateau. Des années plus tard, les ingénieurs du son jurent qu'ils peuvent encore entendre cette toux dans les bandes brutes, basses, gargouillantes, et toujours avant que quelque chose ne casse. La malédiction des chaussons de ballet. Les chaussons rouges. 1948. Dans les chaussons rouges, les séquences de ballet étaient si magnifiquement chorégraphiées que le public oubliait que le film était hanté par une superstition sinistre liée à la garde-robe. Moira Shearer, la radieuse vedette du film, portait des chaussons de ballet en satin rouge sur mesure qui, selon les rumeurs de production, avaient une histoire liée à de véritables décès sur scène. On disait que les chaussures avaient autrefois appartenu à une danseuse qui s'était effondrée en plein spectacle à Paris. Elles ont ensuite été mises aux enchères et se sont retrouvées à Londres, où l'équipe de Powell et Pressburger les a louées pour le tournage afin d'atteindre un réalisme parfait.
Dès que Shearer les a enfilés, des bizarreries ont tourmenté le plateau. Un machiniste s'est cassé un doigt en chargeant des accessoires. Une danseuse s'est déchiré le tendon d'Achille en plein pirouette. Le pire de tout, un support d'échafaudage a cédé pendant la répétition, manquant de peu de tuer le directeur de la photographie. Shearer aurait développé une paralysie du sommeil et des cauchemars de pieds en sang. L'équipe a exigé une paire de remplacements, mais les réalisateurs étaient déterminés à conserver les originales pour la continuité. Finalement, Shearer a commencé à cacher les chaussures entre les scènes. Elle prétendait qu'elle se déplaçait toute seule, jamais là où elle les avait laissées. Lorsque le tournage s'est terminé, les chaussures ont été données à un musée, où les alarmes se déclenchaient à plusieurs reprises la nuit, toujours près de leur vitrine. À ce jour, les danseurs évitent d'emprunter des chaussons de ballet vintage. Certains croient que les vieilles chaussures portent non seulement l'histoire, mais aussi les rêves inachevés des danseurs qui n'ont jamais eu leur dernier salut. Le stage, 4 vents. Soudain, les Hauts de Hurlevent, 1939. La romance envoûtante des Hauts de Hurlevent a été intensifiée par des scènes extérieures tournées sur le stage 4 chez United Artists. Mais le casting et l'équipe ont commencé à craindre le plateau après un étrange phénomène naturel. Des rafales de vent soudaines et violentes balayaient les mondaines en phase terminale face à ces derniers jours. Mais lors des essayages de costumes, un élément particulièrement morbide a attiré l'attention de tous. Le voile funéraire noir que Davis devait porter dans la scène culminante. Ce n'était pas fabriqué par le département des costumes. C'était un véritable voile de deuil victorien, provenant d'une vente de succession. Presque immédiatement, des événements étranges ont entouré le voile. Un costumier s'est évanoui en le repassant. Une autre a développé un zona soudain après l'avoir manipulé. Même Davis est devenue inquiète, affirmant qu'il sentait la terre et demandant s'il avait été enterré. Pendant le tournage de la scène sur le lit de mort, un projecteur du studio a explosé et a inondé la pièce d'étincelles. Davis n'a pas été blessé, mais était secoué. Le voile, pas une seule marque de brûlure. Les historiens ont ensuite retracé l'origine du voile jusqu'à une veuve de Boston qui est morte dans ce même vêtement, après l'avoir porté quotidiennement pendant 1 an. Lorsque cette vérité a émergé, Davis a refusé de le porter à nouveau. Une réplique a été faite, mais l'original n'a jamais été retrouvé après avoir été envoyé en stockage. Certains disent que le voile ne faisait pas que pleurer son passé. Il en voulait à être réutilisé pour la fiction. Depuis, la politique du studio interdit les véritables vêtements funéraires dans les inventaires de costumes. La scène de tournage à porte verrouillée. Gaslight, 1944. Pour un thriller psychologique comme Gaslight, l'atmosphère était primordiale, mais le décor lui-même est devenu le plus grand mystère. La maison où le personnage d'Ingrid Bergman sombre lentement dans la folie a été construite sur le plateau de tournage numéro 12 à MGM, un lieu longtemps considéré comme malchanceux en raison d'un problème impossible à expliquer. La porte du plateau principal se verrouillait de l'intérieur. À maintes reprises, l'équipe revenait de ses pauses pour se retrouver enfermée dehors. Personne à l'intérieur. Pas de sabotage. Les clés ne fonctionnaient pas. Un machiniste est resté piégé pendant 2 heures seul à l'intérieur et a ensuite refusé de parler de ce qu'il a vécu, murmurant seulement « ça ne veut pas être filmé ». Bergman elle-même a interrompu son rôle pendant une scène et a quitté le plateau en courant, affirmant qu'elle se sentait observée par quelque chose qui n'était pas dans le script. Les enfermements devinrent si fréquents qu'une hache d'urgence fut placée sur le site pour forcer l'entrée lors des moments de panique. Finalement, ils commencèrent à laisser la porte ouverte avec du ruban adhésif, jusqu'à ce qu'une nuit, un coup de vent la claque quand même. Des rumeurs persistaient selon lesquelles la scène avait autrefois été le lieu d'un film d'horreur raté où une jeune actrice était morte dans un incendie. Son esprit, disait-on, ne voulait pas qu'une autre femme joue la folie dans son espace. Aujourd'hui, le plateau de tournage numéro 12 existe toujours. La porte qui se verrouille n'a jamais été expliquée, mais aucun drame psychologique n'y a été filmé depuis. L'écran d'argent se brise. My Reputation, 1946. Barbara Stanwyck n'était pas étrangère au drame, mais pendant le tournage de My Reputation, quelque chose s'est produit qu'elle ne pouvait pas expliquer. La scène finale nécessitait un fond argenté, conçu pour refléter la lumière et donner l'illusion d'un avenir rêveur et plein d'espoir. Il avait été utilisé dans 2 productions précédentes, toutes 2 ayant connu des destins tragiques. Dans l'une, l'acteur principal est mort avant la sortie, dans l'autre, le réalisateur a disparu avant le montage. Pourtant, le studio a insisté pour le recycler. Lorsque Stanwyck est montée sur le plateau, elle s'est arrêtée devant l'immense écran argenté,
Les membres de l'équipe ont dit qu'elle avait l'air paralysée. Pendant la prise, la feuille argentée s'est pliée vers l'intérieur, puis s'est brisée comme du verre, même si c'était du tissu et du papier d'aluminium. Des éclats de matériaux réfléchissants volèrent partout, blessant un caméraman et un perchiste. La production s'arrêta. Stanwyck insista pour ne pas retourner sur ce plateau, à moins que l'écran ne soit brûlé. Passe clos, sans source ni avertissement. Il l'appelait le souffle des Heights. Laurence Olivier a failli perdre un œil lorsqu'un accessoire de sable lui a été projeté au visage lors d'une de ses rafales. Merle Oberon a été projeté contre une fausse pierre tombale et a subi une commotion cérébrale. Le studio a fait venir des ingénieurs pour examiner la ventilation et les conduits d'air. Rien n'a été trouvé. Les vents n'étaient pas seulement réels, mais dangereusement ciblés. Ils ne survenaient que pendant les scènes les plus émotionnelles. Décès, confession, confrontation. Un expert en météorologie, engagé par le producteur, a conclu que les variations de pression étaient trop localisées pour être naturelles. Un mystique en visite a dit à l'équipe que l'histoire avait réveillé un esprit de tempête attiré par la douleur rejouée sur scène. Après le tournage, les vents ne sont jamais revenus. La scène 4 est devenue silencieuse. Pourtant, des années plus tard, lorsqu'une nouvelle adaptation des Hauts de Hurlevent a été prévue sur cette même scène, le vent est revenu aux mêmes dates de tournage. Le projet a été brusquement déplacé à l'extérieur. La scène 4 a gagné un nouveau nom parmi les initiés, La Lande en pleurs. Le voile funéraire maudit, Victoire sur les ténèbres, 1939. Dark Victory était déjà imprégné de tristesse. Bette Davis jouait une et c'était à minuit sous une pleine lune, comme elle l'avait demandé. Les anciens ont dit plus tard que tout ce qui reflète trop d'illusions vole la réalité aux acteurs qui osent y croire. L'écran argenté n'a jamais été utilisé à nouveau. Ce n'était pas juste un accessoire. C'était un rappel que même la lumière, lorsqu'elle est trop déformée, peut devenir mortelle. Dans la lueur dorée du Hollywood classique, la superstition n'était pas seulement des contes de bonnes femmes. C'était une question de survie. Ces histoires nous rappellent que les plateaux de tournage ne sont pas seulement des scènes, mais des champs de bataille spirituels de rêve, de peur et de l'invisible. Alors, la prochaine fois que les lumières vacillent, souvenez-vous que certaines superstitions sont nées de quelque chose de très réel.